les dents, les pieds, etc., pour pouvoir prendre la bonne décision de reprise. Parce qu'on traite une lésion musculaire, si elle a un angle incarné, il ne pourra pas reprendre. Donc, voilà. Donc, Merci, si vous docteur. permettez, je vais traiter la question des critères de reprise. C'est la question, je pense, qui va faire un peu la synthèse de ce qui a été fait jusqu'à présent, et c'est la question attendue dès les premiers jours. Donc, je n'ai pas de conflit d'intérêt, mais je fais la synthèse un peu de ce qui est académique et d'une petite expérience de terrain qu'on a intégrée au niveau de la faculté dans un CEC de médecine de sport, mais appliqué au football, pour faire un peu quelque chose de contextualisé, pour ne pas parler un peu dans le vague. Je vois quelques étudiants qui sont là et je les salue. Donc la première et l'unique question qui est dans la tête des gens, c'est que quand est-ce que je reprends? Voilà, quand est-ce qu'il va reprendre? C'est la question du premier jour, à la sortie de terrain, c'est la question que tout le monde pose. C'est la question qui va être posée tous les jours, même si vous expliquez, vous dites que c'est bon, ça va être dans une semaine, le lendemain, on va vous reposer les questions. Et quel que soit le délai que vous allez proposer, ça va être senti toujours comme très long. Que vous dites 3 jours, que vous dites 1 mois, c'est trop long, on ne peut pas faire mieux, etc. Et puis il y a d'autres qui vont se dire pourquoi c'est toujours moi qui est blessé, pourquoi ça revient tout le temps, etc. Donc il y a une multitude de questions, mais c'est l'unique question qui intéresse tout le monde, quand est-ce qu'il reprend? C'est un dilemme. Est-ce que le sportif, on va le considérer comme un malade ou on va le considérer comme un sportif? C'est pas un malade, c'est un sportif qui a une blessure. Et là, on va être tiraillé entre deux choses. Est-ce que c'est plutôt, on a tendance à surestimer les choses, auquel cas on va donner un délai de reprise un peu plus prolongé, mais là, le risque, c'est qu'on va faire perdre de chance au sportif et à son équipe, si on parle d'un sport de groupe, ou plutôt sous-estimer la lésion. On prend un peu de risque, etc. Peut-être on la sous-évalue. Et là, c'est le risque de récidive. C'est entre performance, chance de jouer, de gagner en nombre de compétitions et prendre le risque de la récidive. Et ça, c'est un vrai dilemme. Donc, pour résoudre la problématique, il faut se poser des questions. La reprise de quoi, d'abord? Quels sont les critères de jugement qu'on va utiliser pour décider de la reprise? Et puis, finalement, c'est la décision de qui? Qui va prendre la décision pour dire il reprend pas. Donc, si on arrive à répondre à ces 3 questions-là, on peut espérer autoriser une reprise convenable. Si vous regardez un petit peu sur PubMed ces dernières années, vous allez voir que la recherche, elle explose sur les critères de reprise. Donc, c'est parce que c'est la thématique d'actualité. Avec le sport, si vous l'avez noté ces dernières années, on a plus tendance à pousser sur la performance, toujours chercher plus, augmenter le nombre de compétitions, le nombre de matchs. Et donc, il y a forcément des blessures de plus en plus nombreuses, malgré qu'on parle de programmes de prévention, mais il y en a toujours des blessures, on n'arrive pas à réduire les taux, parce que c'est l'exigence. Et donc, il faut faire de la recherche autour de ça. Bon, la bibliographie, elle est riche. Là, c'est l'élite européenne, où on a juste, il faut regarder un petit peu en bas pour vous montrer qu'au niveau des lésions musculaires, c'est les lésions qui consomment le plus de temps d'absence. On parle des ischios, on a 2300 jours d'absence. Pour d'autres lésions, ça va être de l'ordre de la centaine. Là, c'est de l'ordre des milliers. C'est pour dire que les lésions musculaires, et ça a été dit dans l'épidémiologie, c'est les lésions qui causent le plus long temps d'absence. En premier, les ischio-jambiers, quadriceps, mollets et adducteurs en dernier. Mais c'est les ischio-jambiers qui vont être le plus étudiés dans la littérature parce que c'est le modèle type qui encadre un petit peu la biomécanique des lésions tout entière et ça a été bien étudié dans la littérature. Après, je vous propose quelques papiers qui peuvent servir de référence. Le premier, on parle d'essayer de trouver un modèle de décision sur lequel on va se poser pour prendre la décision. Et puis, il y a des études comme ça, on cherche des consensus, méthode Delphi et autres. Toujours, on prend le hamstring comme modèle d'étude. Et puis, il y a une des dernières, c'est pour le football, on a essayé de faire un consensus, un état de consensus sur les lésions musculaires de membres inférieurs, pour essayer de proposer quelque chose de concret à suivre pour prendre la décision de reprise. Donc, on va essayer de revenir sur différents aspects. D'abord, le modèle de décision. Il faut comprendre, quand on a une lésion musculaire, au début, la première étape, c'est d'analyser les facteurs médicaux. Il y a des facteurs épidémiologiques, l'âge, le sexe, etc. Les symptômes, donc il faut faire une étude des symptômes, revoir l'action si on n'a pas assisté à l'action elle-même, l'historique du sportif,
les signes physiques, des signes de laboratoire sont été faits, les examens complémentaires pour essayer de classifier et avoir le détail médical de la chose, le facteur psychologique, quel est l'état d'esprit de ce joueur-là, au moment où il a eu sa blessure et après la blessure, comment il est, les tests fonctionnels. Et puis, rentrer un peu dans les caractéristiques de sport. Là, c'était les caractéristiques du patient et de sa lésion. Maintenant, il faut prendre en considération les caractéristiques du sport lui-même. Ça veut dire quoi? Le type du sport. Entre une lésion des ischios chez un footballeur et lésion des ischios chez un basketteur, par exemple, c'est peut-être pas forcément les mêmes contraintes. C'est pas forcément les mêmes délais parce que les règles du jeu dans le sport n'est pas le même. Dans le foot, il rentre, il peut pas sortir. Dans le basket, il peut faire un petit peu, revenir, etc. Et utiliser ses d'autres capacités que le sprint, etc. Donc on peut manager différemment. Donc c'est un élément à prendre en considération. C'est pas l'élément fondamental en tout cas. La position de joueur entre un attaquant et un défenseur et un gardien de but et un milieu de terrain, les ischios par exemple ne sont pas sollicités de la même façon. Le quadriceps, pareil. Et donc ça, c'est un élément à prendre en considération. La dominance, membre de shoot, membre d'appui, etc. Le niveau de la compétition. Est-ce que c'est un sportif de loisir ou un sportif du top niveau? Et est-ce que la lésion, on peut la protéger? On parle de contusion, par exemple, ou autre. Et puis, à côté des facteurs médicaux et du sport lui-même, il y a des ingrédients un peu parasites, on peut les appeler, le temps dans la saison, en début de saison, en fin de saison, avant une finale, ou c'est juste à la fin de saison où on ne joue plus rien, etc. La pression de l'athlète lui-même, je vais revenir parce qu'il y a un contrat derrière à faire signer, il y a de l'argent, il y a une prime à gagner, l'équipe, les échéances qu'elle a, l'entraîneur, le sponsor, l'histoire de Ronaldo à la finale du Coupe du Monde parce qu'il devait jouer parce que son sponsor était derrière, tout ça c'est des éléments parasites, mais forcé de le prendre en considération lorsqu'on va prendre la décision. La première question, reprise de quoi? Il y a deux grandes reprises. Il y a le return to train, reprise de l'entraînement, il y a le return to play, la reprise du jeu, de la compétition. Mais ça, sous ça, il y a d'autres questions. Reprise de l'entraînement, il y a une date à préciser quand est-ce qu'il va reprendre la course. Quand est-ce qu'il reprend les sprints, course à petite foulée après les sprints? Les changements de direction, ça c'est une date à donner aussi, pour les kinés par exemple. La reprise avec ballon, quand? La reprise partielle avec le groupe, jusqu'à la reprise globale de l'entraînement normal avec le groupe. Donc tout ça, c'est des échéances à anticiper, à planifier. Donc ce n'est pas une date à donner. Donc il faut... Chaque jour, aujourd'hui, il va reprendre ça. Dans 2-3 jours, peut-être, il reprendra la course avec ballon, avec l'équipe, partielle, etc. Une fois qu'il a repris l'entraînement normal, on peut penser à une reprise de la compétition, mais comment? Généralement en temps partiel, en fonction de son état de forme. Il y a d'autres paramètres qui rentrent en considération, ses capacités aérobie à tolérer l'effort, entre autres. C'est en dehors de la lésion elle-même, segmentaire. Et puis, il y a la reprise complète. Et est-ce que c'est suffisant? Est-ce qu'il n'y a pas une autre reprise? Il y a la reprise de la performance. Parce qu'avant la blessure, il était performant. Il avait un certain niveau de performance. Finalement, tout le monde, ce que cherche la performance. Il n'est pas à son bon niveau, il n'a pas forcément repris. Et donc, parfois, il faut protéger un petit peu le sportif contre lui-même, parce que lui, il a dans sa tête, j'ai plus de douleur, je peux reprendre, et tout le monde attend le joueur qu'il connaisse déjà 2 mois en arrière. Sauf que le jour où il va reprendre, il ne va pas être performant, il va être démolarisé, on va le critiquer, etc. Et ça va être mal vécu. Et donc il faut essayer d'aborder ça et d'approcher cette date-là. Ça va être une date supplémentaire aussi, mais qui se prépare. Donc finalement, la reprise, ce n'est pas une date, ce n'est pas une décision, mais c'est un processus. C'est un processus qui se prépare pour pouvoir finalement prendre une décision réfléchie et adaptée. Donc c'est une reprise qui doit être complète, sans restriction médicale. C'est pas une reprise. On peut être amené à le faire en fonction du contexte, mais c'est pas. Mais le deuxième, la vraie crainte, c'est de minimiser le risque de récidive. Il n'y a pas de risque zéro. Vous faites les choses bien, il peut récidiver.
Et le taux de récidive, il varie, mais on est, grosso modo, à tout casser, on est autour de 20% à peu près de taux de récidive. En fonction des muscles, ça change, mais autour de 17-18% de risque de récidive, si je parle des ischio-jambiers, ça dépend du contexte. Donc, ce n'est pas négligeable. Et donc, c'est un risque, il faut l'accepter, le considérer, en informer les autres. Moi, à chaque fois qu'on me pose des questions, je dis, il est rentré sans lésion, il s'est blessé. Que dire lorsqu'il va revenir d'une blessure, bah, il peut toujours se reblesser. Tant qu'on est vivant, on peut toujours se blesser. Après, la deuxième question, sur quoi on va se reposer pour prendre sa décision? Il va y avoir des éléments médicaux, des éléments paracliniques, et puis ce qu'on peut appeler une expertise, un élément qui n'est pas quantifiable, c'est un élément qui est un peu subjectif, qu'on apprend avec le temps. La clinique, vous connaissez, c'est un diagnostic qui doit être le plus précis possible dès le début. C'est pour ça qu'on a parlé de classification, pour essayer d'aborder la chose, pour dire est-ce que c'est une lésion structurelle ou pas. Et dans le structurel, est-ce que ça vient du rachis? Ouais, là, ça vient juste d'une DOMS parce qu'on a fait une séance un peu intense quelques jours. L'approche n'est pas la même dans la prise en charge et dans la réflexion par rapport au risque. Et dans la lésion elle-même, si on prend une lésion des ischio-jambiers, entre un biceps fémoral et un semi-tendineux, c'est pas le même muscle, c'est pas les mêmes contraintes, c'est pas le même risque. Et dans le biceps fémoral, entre la longue portion et la courte portion, c'est pas la même. Et entre une atteinte qui est proche de l'ischio ou qui est proche du genou, c'est pas le même risque. Donc tout ça, moi je donnerai jamais de date. Entre 1, 2, 3 semaines, c'est vrai, on le donne, mais réellement, faut pas réfléchir en jours. Il faut intégrer tous ces mécanismes-là pour pouvoir prendre une décision correcte. Et donc, il faut connaître le muscle, il faut connaître le sport, il faut connaître la physiologie de la lésion, la biomécanique de la lésion et tous les phénomènes qui interfèrent avec la cicatrisation pour pouvoir planifier des soins adaptés et un suivi régulier, parce que les choses changent d'un jour à l'autre. Pour voir est-ce que le travail d'hier il est convenable, on continue, ou alors ça crée un problème, on doit revenir en arrière et adapter les choses. Donc, ce n'est pas un truc qu'on prescrit et qu'on revoit en consultation une semaine ou 2 semaines après. La classification, ça a été traité. Il y en a une multitude. Dans le monde anglo-saxon, il y en a un peu trop peut-être. Nous, on a la bonne, celle de Rodino. Mais quand même, il faut garder un œil sur d'autres classifications qui apportent d'autres idées de réflexion. Ça, on en a parlé. La cicatrisation, elle répond, quoi que vous fassiez, il y a 3 phases de cicatrisation. La phase initiale inflammatoire, la phase de réparation tissulaire, suivie d'une phase de remodelage. La phase de remodelage, elle finit très tard, 1 année. Donc généralement, nos sportifs, ils ne reprennent pas au bout d'1 année, sinon il n'y a pas de sport à faire. Et donc, toujours, on reprend dans une phase où on a fini un peu la réparation tissulaire et on commence le remodelage, et le remodelage va continuer au-delà de la date de la reprise. Donc, il faut garder ça en tête. Donc, généralement, on inscrit le sportif après sa reprise dans un programme, on appelle de prévention secondaire. On l'accompagne pour optimiser encore la cicatrisation, le remodelage, tout est histoire d'optimisation. Faites attention au traitement miracle. Il y a une multitude de traitements qui sont proposés en miracle. Dr Ahmed, il a évoqué l'histoire du PRP. Il n'y a pas encore de preuves à le recommander de façon ferme. Il y a des risques, des contraintes. Bon, on le prescrit parfois, mais sans de grandes attentes. Je parle de moi-même, mais il y a d'autres. On peut en parler de ces différentes machines, etc. La bonne rééducation bien faite, bien conduite, c'est la base d'une bonne prise en charge. Après, pour réussir cette rééducation, cette prise en charge, qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin, comme dans la vie, de peace and love. Hein? Peace and love, donc ça marche à toutes les sauces. Eriksen a été sauvé grâce à ça, parce que le staff médical, il a travaillé dans le calme, dans la paix, et l'amour transmis par ses collègues a aidé à le sauver. Ça, c'est l'aspect métaphysique de la chose. L'aspect médical de Peace and Love, c'est une homonyme. On a parlé de Price, de Rest, etc. Mais il y en a d'autres. Et moi, j'aime bien cette conception-là, c'est qu'il faut protéger une lésion fraîche. Il faut faire l'élévation, ça c'est pour aider à la résorption de l'hématome, etc. L'histoire des anti-inflammatoires, je pense qu'elle est tranchée. Mais c'est écrit en pointillé. La glace, elle est discutée. Ça a été évoqué tout à l'heure, combien de temps on applique et pour combien de temps. Il y a une controverse, on va dire, sur ça.
On parle de, maintenant, on applique de moins en moins la glace de façon ferme, toutes les 2 heures, etc. On peut le faire lorsqu'on suspecte qu'il y a un hématome, on est direct sur un stade 3, parce que la glace, ça se fait sur le terrain, avant l'échographie. Donc si vous le suspectez cliniquement, vous pouvez le faire, mais encore mieux la faire avec ce que j'ai dit, la cryokinétique. Une mobilisation pour éviter que l'hématome ne s'enquiste sur un endroit bien particulier, qu'il diffuse un petit peu, ça aidera à l'évacuer. Et donc vous mettez de la glace, vous le demandez à bouger, et donc la glace, c'est bien, ça enlève la douleur, pas plus que ça. La compression, par contre, il faut la faire au début pour essayer d'appliquer, faire un garrot, en quelque sorte, diminuer le saignement si on suspecte un hématome. L'éducation. On ne peut pas soigner quelqu'un qui ne sait pas quoi éduquer, s'il ne sait pas ce qu'il a. Parce que dans la thérapeutique, il y a ce qu'on appelle l'imagerie mentale. Il faut qu'il imagine c'est quoi sa lésion, ça a été prouvé, ça aide dans la cicatrisation. Ce que l'a dit tout à l'heure Dr Khachnev, pour bien cicatriser, il faut deux. Il faut une bonne vascularisation et un système nerveux qui est efficace. Donc une bonne innervation, ça passe par le cerveau. Donc il faut qu'il imagine qu'il fait partie. Et moi, j'avais pas cette notion-là jusqu'au jour, un des entraîneurs avec qui j'ai travaillé, quand il rentre, il trouve un joueur qui est en train de tapoter sur son portable pendant que le kiné lui fasse des séances de soins, il a fait un tollé sur ça. Comment ça se fait, ça? On a discuté, c'est lui qui me l'a appris. C'est qu'il doit vivre les soins, il va sentir, il va comprendre sa blessure, il va sentir, là, ça aidera à raccourcir les délais. Essayez-le, ça marche. Après, ça c'est le premier jour, peace. Après, le love, le L c'est l'autre. On va commencer à mettre un petit peu de charge sur cette lésion qui est fraîche, justement, traction, sollicitation mécanique pour aider ces nouvelles fibres qui sont en train de se construire dans le bon niveau, à avoir la bonne orientation, c'est grâce à la charge. Ce n'est pas le repos, ce n'est pas l'immobilisation. Donc je pense que le terme immobilisation, il faut le créer en pointillé, c'est plus relatif. Faites ce qui n'est pas douloureux, ce qui est douloureux, évitez-le, et en déchargeant un petit peu le membre au début, et en le chargeant progressivement en fonction de l'évolution des choses. Il faut être toujours optimiste. Donc si le soignant n'est pas optimiste, le joueur ne va pas être optimiste. Donc il faut avoir un discours adapté, il faut toujours stimuler parce que c'est un joueur, un sportif qui va arrêter sa carrière momentanément et donc la dépression n'est pas loin, l'anxiété, il y a des primes, il y a des trucs, il y a une ambiance qui peut être cassée. Et donc il faut essayer de garder cet état d'optimisme. La vascularisation, bon, je ne reviendrai pas. Et puis les exercices, il faut favoriser assez rapidement le retour à la mobilité. C'est-à-dire, on a une lésion musculaire, il peut faire du vélo. C'est pas grave. On ne va pas courir le premier jour. Il fait du vélo, si ce n'est pas douloureux. Ça permet juste d'accélérer la vascularisation. Si on a un ergocycle manuel et il a une lésion au niveau du membre inférieur, c'est tout bénef. Si on n'a pas ça, même en pédaler à vide, ça permet d'accélérer. Un risque théorique que ça augmenterait un petit peu la lésion, mais on gagnerait à avoir une meilleure vascularisation et entretenir la pompe cardiovasculaire qui est tant importante et qu'elle ne devrait pas être perdue pour autant. Après, les exercices, il y a une multitude d'exercices. Il faut aller tout simplement du plus simple au plus compliqué. Des exercices qui touchent juste une partie du corps. Après, on va intégrer et on va passer de l'analytique à un travail en chaîne cinétique. Et puis, des exercices qui sont adaptés en fonction du sport. Le footballeur, on va faire des exercices en utilisant plutôt le membre inférieur avec du ballon, le volleyball, le handball avec membre sup, etc. On va essayer d'adapter des exercices jusqu'à atteindre la date de la reprise en ayant fait toute la panorama du sport. Et là, la technique du sport doit être travaillée pendant les exercices de rééducation. Les critères qu'on va utiliser finalement pour dire est-ce qu'on va autoriser une éventuelle reprise, ça va être sur la force, sur l'évaluation de la force, sur la mobilité qui doit être non douloureuse et libre, sur la stabilité d'une articulation qui est gérée par un muscle. Il n'y a plus de douleur au toucher ou spontanément, il n'y a plus d'inflammation, il n'y a plus d'œdème. La circonférence musculaire n'est pas forcément intéressante. Les examens complémentaires, ça a été dit, c'est essentiel pour pouvoir classifier. On ne peut pas faire une classification uniquement clinique. L'importance pour la date de la reprise, c'est surtout l'évaluation de cette cicatrice fibreuse, parce qu'un muscle qui a repris sa forme normale fibrillaire, il est rassurant. Il n'y a plus de signal Doppler, il a repris sa forme, ça rassure tout le monde. Lorsque vous avez une cicatrice qui est un peu anarchique et qui est grosse, etc.,
Là, il faut peut-être attendre un petit peu, retravailler un petit peu, faire de l'excentrique, étirer, onde de choc, etc., pour essayer d'avoir une meilleure souplesse de cette cicatrice. Ça diminuerait le risque. C'est toujours une gestion de risque. Donc, l'imagerie, elle est intéressante lorsqu'il y a une discordance, lorsque ça ne marche pas bien, donc on refait pour voir pourquoi, etc., essayer de comprendre. Mais ce n'est pas un élément de décision consensuel, on va dire. Moi, au début, j'ai mis, ce n'est pas un élément de décision, j'ai rajouté consensuel parce que je sais que nos amis radiologues, ils essayent de pousser pour que ça fasse partie. Et on dit dans certains papiers que l'IRM, je sais, dans certains papiers, que l'IRM, l'amélioration de 70% du signal initial à l'IRM encouragerait une reprise sécurisante. Mais en cas, il n'y a pas de consensus, à cause de cette histoire de nettoyage radiologique qui est un peu tardif. L'autre élément intéressant qu'il faut prendre en considération, c'est les tests de laboratoire et les tests de terrain. Maintenant, dans le sport de haut niveau, tout le monde s'entraîne avec du GPS. Hein? Donc, deux choses essentielles, GPS et isocinétisme. Donc, si vous avez une cartographie initiale en début de saison des performances en isocinétisme de votre joueur, en termes de force, en termes de rapport, les données fournies par le GPS, en termes de VE2 max, le nombre de sprints, la vitesse à laquelle il court, etc., etc., rajoutez à ça des tests de terrain comme l'agility test ou les Y-tests, etc., ça vous fait une plateforme d'information qui va vous servir à un instant T de comparer l'état où vous en êtes arrivé avec votre sportif. Et généralement, on parle de 10%. Vous tolérez qu'il arrive à 90% de ce qu'elle a été avant qu'il ne se blesse, pour dire, voilà, on peut autoriser une reprise avec le minimum de risque possible d'avoir une récidive et une performance optimale, on va dire. Mais il y a des études qui ont montré que les joueurs, ils reprennent, 60% d'eux, ils n'ont pas encore retrouvé leur bilan isocinétique initial. Donc, ce n'est pas des choses qui sont limitantes, d'autant plus qu'on n'en dispose pas, mais c'est des éléments à prendre en considération si on trouve à exercer dans un palier assez élevé. Finalement, cette étude de consensus, pour donner un exemple, parce que je sais qu'il y a des gens qui demandent à avoir quelque chose d'encore plus concret, cliniquement, lorsque vous avez une lésion des ischio-jambiers, pour autoriser une reprise, il faut qu'il y ait cliniquement free, il n'y a plus de symptômes cliniques, il n'y a plus de douleur à la palpation, il n'y a pas de douleur à l'étirement, que ce soit actif ou passif. Les tests isométriques ne sont pas douloureux, concentriques et excentriques. Il a fini tous les programmes de rééducation, et puis l'imagerie, elle est correcte, on va dire. Ajouter à ça, il y a ce qu'on appelle les specific assessments qui changent d'un muscle à l'autre. Par exemple, pour les ischio-jambiers, c'est le passive straight leg rise test. C'est dans la même position où il y a le joueur, mais il va faire des flexions-extensions de sa jambe. Il ne faut pas que ça soit douloureux, etc. Sinon, le H-test, maintenant, le genou est en extension et fait une mobilisation de tout le membre. Et on va essayer d'appréhender l'appréhension du sportif. Est-ce qu'il le fait de façon sans douleur, évidemment, et est-ce que ça lui profère de la confiance ou pas? Parce qu'ils sentent que non, c'est pas encore ça. Donc ça, c'est des tests, disons, fonctionnels. Puis on a des tests de laboratoire, c'est autour d'une évaluation dynamométrique. Si on a l'isocinétisme, ok, tant mieux, c'est le must. Sinon, on peut faire dynamométrique par un dynamomètre, juste pour voir la force isométrique ou la isotonique, pour avoir quelque chose de chiffré, d'autant plus si on a fait ça avant la blessure pour pouvoir comparer. Et puis, in fine, c'est des tests de terrain. Généralement, ce sont faits par les préparateurs physiques. C'est l'Illinois Agility Test, c'est le Braking Test freinage des ischio-jambiers parce qu'ils travaillent pour freiner, et le Backward Running, course arrière, un petit peu pour solliciter le muscle dans ses différentes composantes. Et on dit classiquement, chaque muscle, il faut le retravailler dans la position dans laquelle il a été blessé. Si elle a été blessée dans un sprint, il faut retravailler les sprints. S'il a été un sprint avec crochet et centrage, il faut retravailler l'action. D'un côté, pour biomécaniquement reprogrammer toute la chaîne neuromusculaire qui fait cet exercice qui a amené la lésion, mais d'un autre côté, c'est sur un plan mental, parce qu'il doit revivre la situation qui a amené la blessure. Comme ça va apporter encore plus de l'assurance.
Tout est histoire de neurosciences. On arrive aux facteurs subjectifs. C'est des facteurs, on va dire, un peu psychosociaux. On a parlé d'anatomie, de cicatrisation, mais là, c'est des facteurs qui ne sont pas palpables, forcément. Pour mieux réussir sa décision, il faut vivre avec le groupe. Il faut connaître le contexte de la blessure. Il faut connaître le joueur. C'est un joueur qui est nouveau dans le groupe. Ce n'est pas la même décision que vous allez prendre lorsqu'un joueur que vous le connaissez depuis 2-3 ans. Le vécu, il est important. Vous connaissez sa personnalité. Pour la même lésion, anatomiquement, échographiquement, il y en a qui vont cicatriser en 10 jours, d'autres qui vont prendre 3 semaines. C'est la génétique. C'est le mental. Il y en a des joueurs auxquels vous pouvez autoriser à jouer avec un risque moyen de reblessure, et vous êtes sûr qu'il ne va pas se reblesser. Il y en a d'autres, le programme il est fait à 100%, et le risque il est presque entier de se reblesser. C'est des choses que vous pouvez sentir, mais pas forcément de commenter. Il faut gérer aussi les facteurs parasites, les médias, le public, le sponsor. Il faut gérer les attentes, les craintes, le stress du coach, du joueur. Ils sont acteurs de la décision quelque part. Il faut gérer les conflits d'intérêts, parce qu'il y a une prime, etc. Tout le monde veut jouer quand il y a une prime. Tout le monde ne veut plus jouer lorsqu'on a un passage à vide, l'équipe est en train de perdre. Tout le monde veut se protéger, en quelque sorte. Et puis, l'état psychologique du joueur, il faut le prendre en considération. S'il est confiant, s'il a peur, etc. Donc ça, c'est important à prendre en considération. Donc l'expertise vous permet d'avoir ce qu'on appelle le risque tolérable. Parce qu'on est dans la gestion du risque. Le risque zéro n'existe pas. Il n'y a pas de risque à prendre lorsque la lésion est vitale. On parle de traumatisme crânien, donc là, il n'y a pas de risque à prendre. Il y a des normes à appliquer. Ça, on ne peut pas discuter. Sinon, autrement, pour les lésions musculaires, c'est une décision qui va être tripartite. Si je me limite uniquement au médical, au coach et au joueur. Les facteurs qui doivent être intégrés, ça va être est-ce que c'est une lésion plutôt aiguë ou chronique, récidive, le type et la localisation anatomique, et là on peut ouvrir un chapitre vraiment très lent, il y a encore des détails à dire entre une lésion en sprint et une lésion en étirement, c'est pas la même histoire, etc. Les échéances qu'on va vivre, une finale, voilà, un match de début de championnat, on ne va pas les gérer de la même façon. Et puis il y a des facteurs économiques. Finalement, est-ce que c'est la responsabilité médicale de prendre la décision de la reprise? Si je pose la question, vous allez me répondre quoi? Si vous avez compris, vous allez répondre que c'est une décision collégiale, où le médecin il a une part vraiment importante du début à la fin, mais finalement, pour prendre une décision correcte, il faut intégrer les différents intervenants. L'athlète lui-même, l'entraîneur, le préparateur physique, le kinésithérapeute, c'est lui qui touche tous les jours son sportif, etc. Et donc il a une sensation à apporter. Et puis l'entraîneur. Donc c'est une décision qui doit être discutée, pensée ensemble pour minimiser les risques d'erreur. Quel est le rôle de médecin dans tout ça? Est-ce qu'il doit être avocat du joueur, paternaliste ou autoritaire, d'après vous? Moi, je pense qu'il doit être plutôt conseiller. Il doit conseiller et le joueur, et l'entraîneur, et l'administration pour le meilleur du joueur et de l'équipe. Parfois, il doit être avocat, parfois, il doit être autoritaire, parfois paternaliste, mais le mieux, c'est de mettre dans la tête de tout le monde qu'on est vos conseillers ici. On ne gère pas des malades, on gère des carrières, on gère des échéances, d'une performance, et donc il faut conseiller tout le monde sur le domaine médical. Il ne faut pas rentrer dans ce qui est technique. Parce qu'on a tendance parfois à glisser, dire « il va jouer, je le garde avec moi, il va faire jouer l'autre il est meilleur, etc. » Non, il ne faut pas faire ce jeu-là, mais il faut faire les choses de façon académique, en respectant les avis des autres. Donc c'est une histoire d'équilibriste entre le bénéfice et le risque. Le risque de se reblesser et le bénéfice de faire apprendre au bon moment pour faire bénéficier l'équipe de ce jour-là et de ne pas arrêter une carrière qui peut être bousillée à cause d'une blessure parce qu'il va rater un contrat à l'étranger ou autre. Et donc c'est un jeu d'équilibriste, faut apprendre à le faire. Donc je vais finir juste par un petit cas clinique, histoire de conclure et d'intégrer tout ce qu'on a dit. Donc je vous présente le cas d'un footballeur professionnel qui est le meilleur buteur de son équipe. Il se fait une lésion musculaire stade 1C à 3 semaines d'une demi-finale de coupe. 1C. Donc il a présenté stade 1 avec une atteinte du conjonctif.
Quel est le délai de prise en charge que vous allez proposer? 3 semaines? Un C, en fait, l'histoire réelle, c'était pas un C, c'était un classique, mais j'ai rajouté le C pour... Je ne savais pas si on allait parler de la classification pour renvoyer la balle encore une fois à la discussion d'histoire des classifications, et je salue encore une fois Cécile pour avoir en parlé. Donc à 3 semaines, bon, il a été autorisé à reprendre l'entraînement à J10. Il a fait 10 jours de soins, c'était très bien. Et il a pu reprendre avec le groupe l'entraînement. Mais il n'est pas confiant, il n'a pas fait la demi-finale. Il s'est entraîné 1 semaine carrément avec le groupe, mais il n'a pas fait la demi-finale parce que tout simplement il n'était pas confiant. Qu'allez-vous faire? On a fait l'imagerie, tout est clean. Stade 1. Il a pris 1 semaine de plus. Donc il n'a pas fait. Donc il n'a pas fait la demi-finale. On a rallongé d'1 semaine. Bon. Ah, sauf que l'équipe est qualifiée pour la finale, avec beaucoup de mal. Et pour la finale, on a besoin de lui. Il a eu sa semaine de plus pour les lésion de Stade 1. Il a fait les 3 semaines finalement annoncées au début pour jouer la finale. Et il vous dit non, je ne peux pas jouer la finale. Qu'allez-vous faire? Il n'y a plus le temps. La préparation mentale, ça commence quand on est jeune. Quand on est adulte, c'est foutu. On ne peut pas l'obliger à jouer. On a fait l'IRM, il n'y a rien à l'IRM. Et comment vous allez faire pour le mettre sur le terrain? C'est ça les critères de reprise. Il faut le mettre sur le terrain. Vous allez le tracter sur le terrain. Comment vous allez faire? C'est une finale. C'est beaucoup d'argent. Partiellement, en fait. C'est pas la prime. Déjà, il gagne beaucoup d'argent. Ça se passe pas ici, ça se passe en Arabie Saoudite. Donc, il va être d'accord avec son entraîneur. Oui, mais finalement, il doit jouer, médical ou pas, il doit jouer. Comment on fait? La question va vous revenir. Faites ce qu'il faut pour qu'il rejoue. Que fais-je en boost? Ça, c'est un chapitre, peut-être l'intégrer la prochaine fois, la préparation mentale des blessures. Ça, c'est... pour le préparer mentalement, il faut lui mettre la pression. Tu lui mets la pression, c'est là ça qui marche. Il faut lui mettre la pression. Je ne me suis pas étalé sur les aspects psychologiques parce qu'ils se sentent qu'il est responsable aussi. C'est pas un bébé qu'on est en train de soigner, mais il faut qu'il vive la pression, comme ça il peut... Finalement, s'il y a un problème, finalement, le joueur, il vient me voir, il m'a dit, j'ai fait la prière, Salat l'Istikhara, voilà, on est en Arabie Saoudite, il a fait Salat l'Istikhara, puis il a dormi, il a rêvé qu'il est sur le banc, il rentre, il marque. Ok, bon, il faut qu'on explique ça à un Suisse. Donc vous le dites, écoutez, il ne veut pas jouer, il ne peut pas jouer, mais c'est fini. Il ne peut pas jouer, mais voilà, il y a ça, culturellement, ça l'apaise. Vous le prenez sur le banc, il n'y a pas d'autre alternative, sinon vous le mettez dehors. C'est votre affaire. Tant qu'il ne joue pas, c'est votre affaire. L'autre, il regarde un peu comme ça, d'un coin de l'œil. Ok, il n'y a pas d'autre solution, il est sur le banc. La fin de l'histoire. Je vais mettre comme ça. Donc il rentre. Bon, il n'y a pas le sang, mais ça aurait été mieux avec le sang. Il rentre.
il touche aucun ballon. Il touche aucun ballon. Je suis déjà occupé avec le remplaçant qui est sorti. Le premier ballon qu'on centre vers lui, il ne le touche pas, il ne le touche pas, il ne le touche pas. Et il marque le but. C'est pas par hasard. Ça s'est répété. Et je peux vous raconter des anecdotes dans le sens inverse. Et pour moi, ça a été une leçon. Il faut respecter la vie du joueur, mais pas tous les joueurs. C'est pour ça que j'ai dit qu'il faut connaître les joueurs. Il y a ceux qui sont corrects, ceux qui ont d'autres des aspects à prendre en considération. Mais pour moi, ça restera une leçon gravée comme ça. Premier ballon, il marque, l'entraîneur me regarde. C'est comme ça. Et voilà. Je vous remercie. Merci, Dr. Onest. Je crois que tout au long de votre présentation, tout le monde a discuté. Je ne sais pas si encore il y a... Voilà. Très bien. On vous remercie tous pour votre présence, pour la qualité des présentations, pour la sympathie qu'il y avait dans la salle, et on espère à la prochaine fois.